Alors, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la session d'information concernant les élections sociales 2016. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir quelques questions fréquemment posées, parce que, évidemment, on retrouve souvent des questions similaires dans ce que nous recevons des clients. Alors, elles vont porter ces questions sur les communications avec le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, donc le ministère de l'Emploi, et les premières étapes de procédure. Donc, l'étape du jour X-60 et l'étape phase de concertation à X-35. Je vous ai d'abord mis deux print screens, pour parler franglais, avec ce que vous pouvez et où vous pouvez aller trouver de l'information directement auprès du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale. Et j'ai indiqué sur la prise d'écran ici avec la flèche rouge l'endroit où vous pouvez, je dirais, pénétrer dans le site et dans les brochures explications du ministère de l'Emploi. Et par après, je vous mets la possibilité, enfin, la façon dont on communique, la fameuse e-box, la façon dont on communique avec les autorités au cours des élections sociales. Vous avez ici l'adresse que vous pouvez employer. Normalement, les entreprises ont déjà accès, et il y a quelqu'un qui est désigné, dont on a ouvert l'accès à cette application. Ceci dit, il faudra peut-être en interne voir si il n'est pas nécessaire d'ouvrir cette application pour quelqu'un d'autre de l'entreprise qui serait en charge de des élections sociales. Alors normalement, vous avez reçu fin juin un premier document à propos des élections sociales dans l'e-box. Dans l'hypothèse où effectivement cette e-box ne serait pas encore active, vous pouvez contacter par l'adresse email élection.social@emploi.belgique.be par un email et donc vous adresser aux autorités pour qu'elles fassent le nécessaire pour vous ajouter dans la base de données pour les élections sociales. Ce qui peut arriver, je l'évoquais il y a quelques instants, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on est limité en interne de droit d'accès à certaines applications. Et donc, voilà, ça c'est une question qui ne relève pas des compétences du ministère, mais bien du service informatique en interne chez vous, qui doit pouvoir régler les questions de droit d'accès auprès des applications externes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette fameuse e-box? Eh bien, c'est tout d'abord une possibilité de télécharger des documents à partir du site du SPF. C'est aussi la possibilité de charger, d'encoder, de compléter les données liées à l'entreprise. Ce sont donc des informations qui seront éventuellement des mises à jour, mais ce sont des informations qui sont utiles pour le ministère. L'étape du jour X-60, c'est vraiment l'étape que nous allons connaître ici au milieu du mois, enfin un petit milieu du mois si j'ose dire, et on va devoir communiquer des informations en interne vis-à-vis des organes de concertation, vis-à-vis des travailleurs par la voie d'affichage et aussi vis-à-vis et au travers de la plateforme, c'est comme le plus aisé, au travers de la plateforme du SPF. Alors de quoi tentons dans un premier temps informer les organes ou les travailleurs par rapport à l'unité technique d'exploitation, donc l'indépendance ou la dépendance par rapport aux entités juridiques, au nombre de travailleurs, donc on informe par rapport au nombre de travailleurs par catégorie, ouvriers, employés, jeunes, cadres, etc. C'est indicatif puisqu'on est encore qu'au jour X-60. On va informer à propos des fonctions du personnel de direction. À ce stade-ci, on est encore avec seulement une liste indicative des noms. Donc ce n'est pas encore bloqué, ce n'est pas encore définitif, les noms qui correspondent aux fonctions qui y sont indiquées, puisque ce sera dans une étape ultérieure. Petit truc, si dans l'entreprise, une des fonctions
existe mais est vacante aujourd'hui, n'oubliez pas de y indiquer une fonction qui serait prévue, qui n'a pas encore été créée, mais qui serait déjà, je dirais, quasiment prévue, indiquez-la aussi. Ça permettra à la personne qui va remplir cette fonction ultérieurement, eh bien, de siéger sur le banc patronal. Autre information à donner, l'information concernant les fonctions de personnel de cadre, avec une liste, la liste indicative des noms. De nouveau, cette liste nominale n'est pas encore définitive. Éventuellement, même remarque pour le personnel de direction, même remarque, s'il y a des fonctions de cadre qui ne seraient pas occupées aujourd'hui, qui vont être créées, eh bien, vous pouvez déjà l'y indiquer, parce que ça peut avoir un impact évidemment pour les distributions de mandats par après. Alors, vous allez indiquer les dates prévues pour les jours X et Y. Bon, j'ai ajouté prévues dans la mesure où effectivement on peut toujours imaginer qu'il y a des incidents de procédure. Bien sûr, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver et à ce moment-là, on pourra avoir évidemment des décalages dans le planning tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. On informe, je vous ai dit, les organes de concertation, donc le conseil d'entreprise, le comité, ou à défaut la délégation syndicale. Souvenez-vous qu'en ce qui concerne les cadres, le comité ne joue aucun rôle. Donc, il n'est pas nécessaire d'informer, pas d'utilité d'informer le comité à propos des fonctions de cadre. Donc, si c'est fait, ça n'a rien de grave en soi. Alors, j'ai une petite particularité pour ceux qui seraient dans une situation où on a moins de 30 employés occupés au jour X-60, eh bien, vous n'êtes pas obligé de procéder à cette formalité par rapport au cadre et au conseil d'entreprise. Bon, c'est simplement une petite exonération pour ce type d'entreprise, ça n'a pas tellement de grand impact. On informe les gens, on va les informer au travers d'affichage. Affichage papier, c'est évidemment toujours la version, la possibilité qui est incontestable. On peut évidemment le faire de manière électronique, au travers d'un système, j'allais dire, présentant une certaine permanence, puisque le principe d'un affichage, c'est que ce soit relativement permanent. Et donc le bon endroit pour ce faire, c'est quand même l'intranet. Si l'intranet il y a, pour autant qu'il soit consultable évidemment par tout le monde et durant les heures de travail normales. Et le texte dit qu'il faut afficher ces documents dans les différentes sections et divisions de l'entreprise. Donc ça veut dire que les travailleurs que vous occupez à différents endroits doivent pouvoir, sur leur lieu de travail, consulter l'information qui leur est communiquée. Alors, ce qu'on a de temps en temps comme question, et c'est, je dirais, relativement de bonne gestion, c'est est-ce qu'on peut anticiper l'affichage, entre autres ici à X-60. Bon, la réponse est oui, mais sachant que le à X-60, on doit évidemment voir que l'affichage est fait, ça c'est très clair. Maintenant, l'affichage que vous feriez de manière anticipée, mais doit tenir compte des chiffres qui seront ceux de X-60. C'est vrai qu'il y a encore une part indicative et qu'il y aura bien sûr encore des modifications qui pourront intervenir, mais si vous faites un système, vous faites un affichage anticipé, mais retenez que il va falloir vous faire un peu d'actuariat, vous positionner dans le futur pour vous dire, voilà, à X-60, quels seront les chiffres à publier. Mais sinon, par principe, ça ne pose pas de problème. Alors, cette communication vis-à-vis des organes ne doit pas avoir lieu nécessairement au travers et lors de réunions. C'est un bon moyen de le faire parce que vous avez un maximum de personnes présentes dans le comité ou dans le conseil. Prenez note évidemment au niveau du procès verbal qu'effectivement l'information a été distribuée. Souvent dans les élections sociales, on a des étapes à respecter et c'est vrai, ça a un côté assez formel. Maintenant, l'indiquer, le reprendre et le noter est évidemment une bonne façon de se constituer une preuve si jamais il y avait une contestation par rapport à une étape qui aurait pu être, selon les dires d'une personne, manquée ou pas faite correctement. Et donc, vous pouvez distribuer les documents aux membres conseil et comité.
manuellement, hein, une vraie distribution avec une liste avec un accusé de réception pour chacun des documents. Dans l'hypothèse où les travailleurs ne seraient pas présents lors de la distribution, à ce moment-là, vous avez l'obligation de les envoyer par recommandé à l'intéressé, hein, pour ne pas entacher la procédure. Tout ça se fait organe par organe, évidemment. Hein. Donc, rappelez-vous, dans les élections sociales, chaque organe et chaque catégorie, ce sont des procédures qui sont juridiquement distinctes. C'est vrai qu'en pratique, et certainement en ce qui concerne les bureaux de vote, avec l'accord des syndicats, on économise le nombre de personnes, hein, qui seront chargées de constituer le bureau, mais juridiquement, il reste que ce sont des procédures qui sont des procédures distinctes. Alors, ces documents, ce sont des documents modèles. Hein. Des documents, ce sont des templates qui existent, soit si vous êtes auprès d'un opérateur pour vous aider dans les élections sociales, soit que vous travaillez seul pour les élections sociales. Eh bien, ce sont des documents modèles qui sont téléchargeables à partir de l'application du SPF. Hein. Donc, ces documents-là, une fois qu'ils seront complétés, vous allez les télécharger vers le serveur du SPF, donc en téléchargement montant, si je puis dire, pour satisfaire à l'obligation d'information vis-à-vis des autorités. À son tour, le site et l'application du SPF va le rendre accessible aux organisations syndicales. Et donc, ce qui veut dire que tout le monde sera, à ce niveau-là, informé. Vous avez aussi à faire, bon, outre le fait de charger, en version montante et charger vers le serveur, vous avez aussi l'obligation de compléter les données de l'entreprise sur le site. Alors, après avoir affiché, donc donné l'information, la toute première information que vous, en tant qu'employeur, affichez et donnez, eh bien, vous allez avoir à vous concerter avec les organes, c'est-à-dire avec le conseil ou le comité. Ça doit avoir lieu entre X-60, date à laquelle vous avez informé, et X-35. Les organes peuvent donner leur avis par rapport à ce que vous allez leur communiquer. On va discuter, hein, soyons très clairs, on va essayer de tendre à un accord, mais le fait d'obtenir un accord n'est pas en tant que tel légalement obligatoire. Donc vous n'êtes pas tenu à obtenir un accord, ce n'est pas une obligation légale. Maintenant, je pense que pour la sérénité de la procédure et la sérénité au sein de l'entreprise, obtenir un accord est quand même évidemment préférable. X-35, donc on a terminé de discuter au niveau du conseil et du comité. Eh bien, vous allez prendre en tant qu'employeur une décision par rapport à ce qui a été informé et discuté. Hein. En principe, donc, c'est quelque chose qui est conforme à ce que les organes ont dit ou au résultat des discussions qui ont eu lieu. À nouveau, et je vais être un peu embêtant, c'est formel. Vous allez devoir reprendre dans votre convocation à l'ordre du jour le fait qu'on va discuter à propos des élections sociales et des points comme l'UTE, comme les fonctions de cadre, etc. Dresser un procès verbal sur le fait que vous avez effectivement effectué cette concertation, même si on reprend les mêmes choses qu'en 2012. Dresser formellement un procès verbal par rapport à cette concertation, qu'on ne puisse pas contester le fait que vous auriez omis cette concertation avec les organisations travailleurs qui sont présentes chez vous. Alors, l'employeur a pris une décision. On peut évidemment imaginer qu'un travailleur ou qu'un syndicat ne soit pas d'accord avec ce que l'employeur a décidé, mais il a la possibilité de se pourvoir devant le tribunal. Alors, bon, je ne pense pas que ce soit si fréquent que ça, je crois que dans la plupart des entreprises, ça se passe bien. Sachez que celui, évidemment, qui va dire attaque, hein, qui réclame quelque chose, qui conteste quelque chose, va être chargé de la preuve de ce qu'il avance. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vous attaquerez, vous, en tant qu'employeur, à ce moment-là, eh bien, il doit apporter la preuve de ce qu'il avance. Alors, c'est aussi ici que on peut voir apparaître la fameuse présomption en matière d'unité technique d'exploitation, hein, la présomption que peuvent faire valoir les organisations syndicales à l'encontre de votre structure qui peut
comporter plusieurs entités juridiques ou éventuellement une scission d'entités juridiques. Alors, la décision que vous avez prise, enfin les décisions en réalité par rapport aux différents éléments que vous avez pris, c'est bien évidemment fait l'objet d'une communication et dans les mêmes conditions que celles de X.60. Alors, bon, ici j'ai trouvé le terme, je dirais peut-être un peu édulcoré, mais que se passe-t-il avec les petits arrangements? Donc, c'est vrai qu'on est dans une période de concertation, qui dit concertation éventuellement accord en interne qui ne serait pas soit tout à fait blanc, tout à fait noir, donc des situations où soit, et peut-être aussi que le texte ne sont pas aussi clairs que ça, hein, et qu'à un moment donné, il faut bien prendre des décisions pour que la procédure puisse avancer. Un exemple bien connu, et bon, ils ont été très, comment je veux dire, très tardifs cette fois-ci à nouveau, c'est le secteur de la construction, la 124, ainsi que les employés, qui, au niveau national, décident de ne pas présenter de candidats pour les élections sociales. Ça veut dire que les entreprises de la construction vont débuter la procédure, mais elles vont pouvoir l'arrêter à un moment donné par, je dirais, par défaut d'acteurs, par défaut de candidats. Alors, c'est un petit peu spécial, puisqu'on sait que la loi sur les élections sociales est une loi d'ordre public, et que donc, en principe, elle doit être respectée comme telle. Maintenant, comme je l'ai déjà dit lors de sessions précédentes, à partir du moment où les délais sont passés, les délais pour faire appel sont passés, ce qu'on appelle les délais de conclusion, et bien à ce moment-là, il n'est plus possible d'y revenir. Donc, on peut imaginer, effectivement, ici c'est un accord qui est même fait au niveau sectoriel, mais on peut imaginer d'autres accords, par exemple, il se fait aussi des échanges entre une réduction du nombre d'UTE et au profit d'une augmentation du nombre de sièges pour les organes qui seront quand même constitués. Donc voilà, ça ce sont des choses que l'on voit de temps en temps apparaître. Alors, en particulier pour la construction, s'il n'y a pas de candidats qui sont présentés, bien, ça veut dire aussi qu'il va y avoir un impact vis-à-vis de la délégation syndicale, puisqu'elle va reprendre l'entièreté des compétences des organes qui n'ont pas été élus. Donc en fait, c'est une forme de renforcement de la délégation syndicale de l'entreprise qui aurait appliqué, par exemple, le gentleman agreement qui fait que l'on ne présente pas de candidat. Autre possibilité pour régler la concertation sociale en interne, via des organes de concertation conventionnelle. Alors, c'est, je dirais, tout à fait respectable et socialement intéressant. Je dirais simplement, si c'est quelque chose auquel vous vous préparez à faire, eh bien, soyez très, je dirais, prudent, soyez très précis. Si on constitue des organes de concertation conventionnels, de bien, je dirais, encadrer ces organes de concertation conventionnels, parce qu'en cas de contestation, le point de vue des organisations de travailleurs ne sera pas le même que votre point de vue à vous. Par exemple, en termes de protection, vous dites, tiens, j'accepte qu'il y ait un comité, même si je ne remplis pas les conditions. Vous allez vouloir à un moment donné licencier un des travailleurs. Voilà, vous dites, voilà, comme c'est pas un vrai comité, eh bien, je peux le licencier comme ça. Évidemment, l'autre partie, l'autre banc des travailleurs, ne va pas le voir de la même façon. Donc, soyez concret et précis, signez des accords, éventuellement même sous forme de convention collective, signez des accords pour un éventuel organe de concertation conventionnel. La période de culte est aussi quelque chose qui, évidemment, non seulement se rapproche, mais évidemment pose question. Retenez que c'est la date de notification de la rupture qui est décisive en la matière, que si on est face à quelqu'un dont le délai de préavis a déjà commencé et qu'on arrive dans la période de culte, ça n'a pas d'impact. Le fait, ce délai de préavis légalement et régulièrement donné continue à courir durant la période de culte. Ça n'a pas de rôle ici. Faites quand même attention, si quelqu'un est en période de préavis, que ce préavis, comment dire, s'écoule, a été donné avant la période de culte et s'écoule durant la période de culte, vous ne pouvez pas faire une rupture anticipée à ce moment-là. Donc,
c'est une façon de mettre fin plus rapidement au contrat de travail en cours de préavis, de payer une rupture pour le solde du préavis qui reste à courir. Vous ne pouvez pas faire ce genre de rupture anticipée dans le cas de figure du préavis qui s'écoule et dans la période de protection, la période de culte. Ce serait une modalité de licenciement qui serait contraire à la protection qui existe. Alors, si quelqu'un est en contrat à durée déterminée, premièrement, s'il est là aux différentes étapes, il pourra évidemment voter, mais il pourra aussi se porter candidat. Ce n'est pas le fait d'être en CDD qui l'empêchera de se présenter. Éventuellement, s'il n'a pas assez d'ancienneté, mais c'est surtout, dans la mesure où il présente l'ancienneté, il n'y a pas de raison, ce n'est pas le fait d'avoir un CDD qui l'empêcherait d'être candidat. Ça a comme conséquence aussi que, bon, il sera effectivement, il peut être élu, mais que de toute façon, au terme prévu dans le contrat, eh bien, le contrat s'achèvera, et pas fatalement le mandat aussi, puisque la personne va quitter l'entreprise et la protection ne va jouer aucun rôle. Donc, je dirais, quelque part, pour un CDD, si c'est pour se protéger, ce n'est pas la peine, puisque au terme du contrat tel qu'il est prévu, eh bien, il va quitter l'entreprise et la protection n'a pas de rôle à jouer ici non plus. Il existe aussi un accord qui n'est pas d'ailleurs tout récent, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un gentleman agreement, et qui dit que les organisations syndicales ne présenteront pas des candidats qui ont été régulièrement licenciés. Ce n'est qu'un accord sur l'honneur, si je puis dire. Je pense que de manière générale, il est relativement bien respecté, surtout qu'il n'a pas tellement d'intérêt en tant que tel. Question que l'on a aussi, c'est que évidemment tout ce qui est atteinte des seuils, eh bien, ça se calcule au 31 décembre 2015. Évidemment, par rapport éventuellement au choix d'un sous-traitant ou par rapport à une organisation à mettre en place, en interne, voilà, on aimerait bien savoir si on est à 50 ou si on n'est pas à 50, si on est à 100, on n'est pas à 100. D'autant plus que la procédure, comme vous le savez, débute ici en décembre. Donc, on est un peu quelque part coincé entre un chiffre qu'on ne connaît pas encore et une procédure qui doit débuter. Premier conseil de prudence, dans le doute, vous démarrez la procédure, quitte éventuellement à y mettre fin. Ça, c'est un point ça fait partie de la prudence. Et dans cette matière-là, qui est le point de non-retour, je dirais que de manière affirmative et très claire, le jour X est clairement un point de non-retour. Sachez qu'il existe quand même des positions au niveau de la jurisprudence qui parlent de X-35 en matière de point de non-retour par rapport aux élections sociales. Donc voilà, je sais que pour certaines entreprises qui sont, je dirais effectivement, qui flirtent avec les seuils, c'est une question qui est importante. Mais voilà, il faut effectivement attendre le dernier jour pour pouvoir se décider définitivement sur la question. Voilà, ça c'était différents sujets que je voulais voir aujourd'hui avec vous. C'est clair que si vous aviez d'autres discussions, d'autres points de discussion, d'autres questions, d'autres éléments techniques, éventuellement de fond, vis-à-vis des élections sociales, mais vous pouvez certainement contacter votre gestionnaire au niveau de l'équipe des élections sociales qui vous répondront sans défaut. Voilà, je vous remercie et puis on se revoit certainement la fois prochaine.